Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans ce webinaire qui est dédié aux différents modes d'intervention des patients dans le système de santé. Hasard du calendrier, donc ce webinaire est organisé l'année des 20 ans de la démocratie en santé. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, avant de continuer, je vais me présenter. Je suis Rebecca Gène et je suis donc le chef de projet de la filière FIMARAD. FIMARAD pour filière de santé maladies rares en dermatologie. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, qu'est-ce qu'une filière, qu'est-ce que FIMARAD? Donc, la FIMARAD est un réseau labellisé, financé par le ministère de la Santé. Donc, ce FIMARAD est coordonné par le professeur Christine Bonnemère, qui est à l'hôpital Necker-Enfants Malades. Elle est le chef de service. Et ce réseau, donc, comme les 22 autres filières de santé au niveau national, va regrouper différents acteurs qui sont impliqués dans la prise en charge des patients atteints de maladies rares. Donc, on va avoir les professionnels de santé, les centres de référence, les centres de compétences, et les associations de malades, les laboratoires de diagnostic et de recherche. Donc, on peut dire que la FIMARAD est donc le fruit de la mobilisation active des professionnels de santé, des associations de malades dont les missions sont d'animer et de coordonner un réseau de santé, d'impulser de nouvelles actions afin d'améliorer la prise en charge des patients, de fédérer les acteurs afin de contribuer à une meilleure lisibilité et visibilité surtout du système en place au bénéfice des patients et de leurs familles. Donc, pour continuer et pour revenir donc à l'origine de ce webinaire, nous avons souhaité créer avec le professeur Christine Bonnemère un espace d'échange pour répondre aux nombreuses questions, interrogations de nos membres au niveau de la filière et dans les autres filières concernant sur la reconnaissance des activités menées, conduites par les patients intervenants, leurs fonctions, leur statut et leur formation. Donc, avant de poursuivre sur le déroulé du webinaire, je tiens à remercier chaleureusement l'Université des patients Sorbonne, Comment dire, avec qui nous avons préparé, organisé donc cette session intitulée « Les 20 ans de la démocratie en santé, les modes d'intervention des patients dans le système de santé ». Donc, je vais laisser maintenant la parole à Marilyn qui va vous présenter, vous expliquer donc le déroulement de la journée. Super, merci beaucoup Rebecca. De ta confiance, de votre confiance à FIMARAD et de ce travail qu'on a mené pour arriver à aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Merci. Et je profite maintenant d'à mon tour de remercier au nom de l'Université des patients et de Comment dire, de vous souhaiter la bienvenue dans ce webinaire. Donc, durant toute la journée, de 9h à 12h et de 14h à 16h30, nous allons ensemble échanger sur un sujet, donc, comme l'a rappelé Rebecca, qui nous intéresse au premier chef, les modes d'intervention des patientes et des patients dans le système de santé. Je voudrais remercier avant toute chose les intervenantes et les intervenants qui, durant cette journée, vont nous faire voyager dans le temps, puisque oui, d'ailleurs Sandrine a déjà commencé à le faire avec son arrière-plan, oui, nous allons voyager ensemble à partir de cette date anniversaire, le 20e de la démocratie en santé. Date qui nous sert de point de repère, qui va nous servir de point de repère pour en saisir l'origine et les évolutions de cette démocratie en santé, pour prendre acte de la contribution des mouvements des malades à son développement et à l'amélioration du système de santé, pour apprécier, on l'a déjà dit, on le répète, les différents modes d'intervention des patientes et des patients sur les terrains, de manière concrète, pour interroger ce qui aujourd'hui est en mouvement et ce qui nous reste à mettre encore en mouvement. Je voudrais aussi qu'on prenne un petit temps pour vous faire part de la façon dont on va fonctionner pendant ce webinaire pour que l'échange ait lieu entre nous, c'est-à-dire entre vous, intervenantes et intervenants, et avec notre public de spectateurs et de spectatrices. En fait, vous allez, quand vous êtes spectateur, c'est-à-dire pour l'instant vous êtes 31 personnes à nous écouter, bonjour à toutes et à tous et merci, vous allez pouvoir pour poser vos questions à partir de la fonction qui s'appelle QR en bas de votre écran. Vous avez un petit Q avec un R qui vous permet, et certaines l'ont déjà fait, de poser des questions. S'il vous plaît,
ne posez que les questions, parce que si vous répondez à des questions par ce biais de questions-réponses, on ne peut plus nous y répondre. Donc, les réponses vont être recueillies par Corinne, que vous voyez s'afficher, Corinne Delporte et Lénis Pereira-Paolo. Elles vont recueillir vos questions dans cette rubrique questions-réponses et elles vont les transmettre aux intervenantes dès la fin des sessions. C'est-à-dire qu'une fois que Sandrine et Catherine auront fait leur intervention, vous pourrez, tout au long de leur intervention, poser des questions et ce sera Corinne et, excusez-moi de ce truc, et Lénis qui poseront les questions à nos intervenantes. Alors, je pense que je vous ai dit un petit peu l'essentiel et pour notre fonctionnement, et c'est avec plaisir donc que je vais passer la parole pour cette première session, d'une part à Sandrine Perrault, qui est consultante, elle va se présenter elle-même, hein, j'imagine, mais qui est consultante juridique, experte droit de la santé, qui a été chargée de mission droit des usagers à la Direction générale de l'offre de soins du ministère de la Santé, et ensuite à Catherine Tourette-Turgis, fondatrice en 2010, faut-il le rappeler, de la première université des patients en France et dans le monde, l'Université des patients de la Sorbonne. Sandrine, c'est avec plaisir que je vous passe la parole. Je suis ravie de participer à ce webinaire. Alors, donc, je me présente très rapidement. Donc, je suis Sandrine Perrault, je suis juriste spécialisée en droit de la santé et effectivement, j'ai occupé des fonctions de chargée de mission au sein du ministère chargé de la santé, à la Direction générale de l'offre de soins, et j'étais particulièrement sur toutes les problématiques du droit des usagers du système de santé. Voilà, et aujourd'hui, je suis toujours consultante juridique, mais dans une autre direction. J'interviens au titre de mes anciennes fonctions de chargée de mission droit des usagers du système de santé. Ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, avant de dérouler le diaporama, c'est que je vais essayer de faire en sorte de partir de concepts assez théoriques pour vous expliquer comment concrètement on retrouve la manifestation de la démocratie. Alors, je vais jouer sur la terminologie, la démocratie sanitaire devenue la démocratie en santé. Et je vais faire un petit panorama de tout ça et vous expliquer comment, finalement, les patients, les usagers, les citoyens peuvent participer aux instances sanitaires ou autres et, au fond, être dans un exercice concret de la démocratie. Donc, je reviens sur la terminologie, un petit éclairage très simple, un éclairage terminologique. Le terme utilisé en 2002, c'est celui de démocratie sanitaire. On se situait exclusivement dans le versant sanitaire. C'est un terme qui a été utilisé à la fois par le législateur et le gouvernement, et on en retrouve les traces dans le Code de la santé publique. Et puis, il y a eu un mouvement en 2016 de vouloir changer cette terminologie pour ouvrir finalement l'exercice de la démocratie sanitaire à un exercice plus large qui est celui de la démocratie en santé. Ce mouvement a été porté entre autres par le Parlement de la santé, autrement dit ou autrement nommé la Conférence nationale de santé. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'est la Conférence nationale de santé, mais vous pouvez trouver de l'information en ligne où je répondrai à vos questions. Et puis, on voit ce mouvement porté par des acteurs de la démocratie sanitaire. Et aujourd'hui, en 2022, pardon, vous voyez, comme moi j'étais repartie il y a 20 ans, en 2022, eh bien, l'administration, le ministère, le gouvernement a adopté la terminologie de démocratie en santé et on le retrouve en ligne sur le site du ministère actuellement dans le cadre d'un appel à projet finançant des actions de démocratie sanitaire au moyen du Fonds national pour la démocratie en santé. Voilà, deuxième diapositive, merci beaucoup. Finalement, la démocratie en santé, la démocratie sanitaire, comment c'est arrivé dans le paysage? Moi, je vais parler du paysage normatif, du paysage juridique. Au fond,
Ce sont des conduites qui ont conduit le gouvernement et le Parlement à faire des choix et à intégrer ce mouvement sociétal au niveau national et à le concrétiser dans des instruments juridiques, comme les lois et les règlements. On peut faire le lien avec l'intervention que va faire Catherine tout à l'heure sur justement tous les mouvements qui ont amené à faire bouger les lignes, j'allais dire normatives. Je vais vous faire un tout petit rappel bref et qui n'aura rien à voir avec celui que va faire Catherine, qui sera d'une dimension un peu plus conséquente. Donc, quelques petits rappels historiques. Comment finalement tout ça est venu bouger les institutions et a été aidé par les politiques? Eh bien, c'est d'abord la mobilisation des patients avec des professionnels. Et le premier mouvement notable, c'est celui autour de la question du sida. Ensuite, un autre phénomène qui a conduit les politiques à prendre en compte ce qui se faisait au niveau de la société, eh bien, ce sont les scandales sanitaires. L'affaire du sang contaminé, le Mediator ou encore les prothèses mammaires. Je vous cite les plus emblématiques et ceux dont vous avez sans doute entendu parler. Avec ces mouvements-là, on a aussi d'autres acteurs qui interviennent, les familles, les proches des résidents. Donc là, on est plus dans le secteur médico-social. On a aussi les scandales du secteur médico-social. Je vous passe ceux que vous avez entendus concernant les EHPAD et des décisions de justice et des condamnations retentissantes. Tout ça converge vers le fait qu'il faut absolument passer dans le corpus normatif cette démocratie qui a pris naissance dans la société et qui doit trouver une traduction concrète dans les textes pour qu'elle soit appliquée. Là, je vais passer à quelques grands jalons normatifs. Donc, c'est la diapo suivante. Pour les grands jalons normatifs, ce que l'on observe, c'est un mouvement envers les droits des malades et plus généralement des usagers du système de santé. Au fond, on est passé de la reconnaissance des droits des malades vers l'instauration et un renforcement de la démocratie sanitaire, puis en santé, tant dans le champ sanitaire que dans le champ médico-social. La diapositive suivante, on va vous exposer les grands temps et je vais passer assez rapidement pour ne pas alourdir le propos. Le moment marquant au fond de la naissance de la démocratie sanitaire dans le corpus juridique, ce sont les ordonnances Juppé, 24 avril 1996. Et puis, on est vraiment dans l'an 1 de la démocratie sanitaire avec les lois, deux importantes en 2002, celle du 2 janvier 2002 qui concerne le secteur médico-social et social et celle du 4 mars 2002 qui concerne le secteur de la santé. Et là, on a une reconnaissance de droits individuels et collectifs des usagers. Et ça, ces droits individuels et collectifs, c'est ce qui compose la démocratie sanitaire, la démocratie en santé. Ensuite, on a une loi de 2005 sur l'égalité des droits et des chances à la participation et à la citoyenneté. Et on a là plus du secteur médico-social et la loi de 2009, dite HPST, où finalement on reconnaît une participation dans la gouvernance des établissements de santé, et pas que, et ceux du secteur médico-social, des usagers. Deuxième mouvement, l'an 2 de la démocratie, qui devient démocratie santé, avec la loi de 2015, adaptation de la société de l'information, donc celle qui concerne plus le secteur médico-social, la loi de 2016, celle qui est relative à la modernisation du système de santé, une loi sur la protection de l'enfance, ensuite, en 2019, encore renforcement de la démocratie en santé avec la loi sur l'organisation et la transformation du système de santé, et en 2021, la loi dite Ségur, qui vient encore renforcer à nouveau ce mouvement vers la démocratie en santé. Et là, on est à la phase en 3, donc de la démocratie en santé, et on va voir ce qui va se passer, et bien on va le vivre en fait. Et sans doute, ça va être consacré dans les textes, et ça on le saura plus tard.
Maintenant, après vous avoir brossé rapidement l'historique autour de la démocratie en santé et les grands jalons normatifs, je m'intéressais plus particulièrement à l'exercice de cette démocratie en santé, mais à proximité. Au fond, les questions que je vais envisager là avec vous, c'est de nous demander si mettre en œuvre cette démocratie en santé, donc ces droits individuels et collectifs des usagers du système, ça constitue un frein ou un levier dans les organisations de santé, c'est-à-dire celles qui font des prestations de soins, celles qui offrent des services, celles qui régulent et assurent la tutelle, ou celles qui élaborent les politiques de santé. Est-ce que concrètement, l'exercice de la démocratie en santé est un frein ou un levier? Finalement, en quoi le management dans les organisations et dans les structures est impacté par la mise en œuvre de la démocratie en santé ou devrait être impacté? Quelles sont les influences que ça va avoir sur l'information, la mobilisation des équipes? On peut passer à la diapositive suivante. Donc, avec vous, je vais explorer les modes d'intervention des patients et des usagers. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec cet exercice de droit collectif, plus qu'individuel, mais encore que les droits individuels sont importants, s'instaure une participation et une implication, mais comme c'est dans un corpus normatif, c'est organisé, évalué et contrôlé, finalement. Et ça va, on peut établir un gradient de l'information à la consultation, la concertation, la co-construction, voire la co-décision. Et la démocratie sanitaire en santé est déclinée dans les territoires. On la retrouve, et ça c'est dans le corpus normatif, dans les instances hospitalières et dans les instances de santé publique, et encore aussi dans les établissements et services médico-sociaux. Donc on voit bien que c'est instauré. Bon. Quels sont les modes d'intervention des patients et des usagers? On voit bien, et ça je vais vous expliquer, qu'il y a un corpus normatif qui finalement organise cette participation. Et je vous ai évoqué la régulation de cette participation. Et la régulation, elle se fait au travers d'un instrument qui s'appelle l'agrément, qui est porté par la Commission nationale d'agrément et qui permet aux associations d'usagers du système de santé de se faire reconnaître comme agréés dans la défense des droits des usagers. Et seuls les membres de ces associations peuvent participer aux instances hospitalières ou de santé publique et porter la voix des usagers. Ensuite, on a des instances de proximité qui sont dédiées à l'exercice de la démocratie en santé, les commissions des usagers dans les établissements de santé ou les conseils de vie sociale dans les établissements médico-sociaux. Il y a donc aussi des acteurs très bien identifiés qui sont les représentants des usagers pour le secteur sanitaire, les résidents, les proches, les personnes qualifiées pour le secteur médico-social. Et tout ça, on le retrouve dans deux codes, le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale et des familles. Toutes ces actions, toutes ces mécaniques sont aussi évaluées au travers de la certification portée par la Haute Autorité de Santé. C'est-à-dire que la mise en œuvre dans les établissements qui sont visés par les deux codes est évaluée aussi par la Haute Autorité de Santé, à la fois pour le secteur sanitaire et pour le secteur social et médico-social. Et puis, on a un corps de contrôle qui vient vérifier l'exercice de cette démocratie au besoin, qui est l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS. Donc, tous ces outils, toutes ces aides visent à anticiper le fait qu'on ne mettrait pas en œuvre l'exercice de la démocratie comme il est prévu dans le texte. On peut passer à la diapositive suivante. Alors, quels sont les modes d'intervention, là, pour l'instant, très concrets? En général, comment on retrouve dans les établissements et comment on peut se repérer sur, finalement, quels sont les services qui mettent en œuvre l'exercice de la démocratie dans leur structure? Eh bien, dans un établissement de santé, c'est souvent la direction de la qualité des relations avec les usagers et la gestion des risques. On retrouve souvent à cet endroit. Et pour les établissements, les services médico-sociaux, c'est un petit peu différent
parce que ce sont des gestionnaires. Et la dynamique est une dynamique managériale d'accompagnement plutôt des professionnels et de leurs pratiques. Donc, tout à l'heure, je vous ai expliqué que la démocratie en santé, c'est deux choses, des droits individuels et des droits collectifs. Alors, si on se fixe sur les droits collectifs, au fond, cet exercice, dans ces structures que je viens d'évoquer, on le retrouve au travers des actions suivantes, celle de développer les relations avec les associations et les partenaires du territoire. Développer aussi et contribuer au développement de la participation des usagers dans les établissements. Renforcer la participation et l'implication des usagers. On voit bien que là, on est dans un exercice collectif de porter une parole collective et pas une parole individuelle. Et puis, dans les droits individuels, qu'est-ce que l'on va mesurer? Qu'est-ce que l'on va chercher à comprendre dans les établissements au travers des directions dont je vous ai parlé? Eh bien, la satisfaction des usagers, c'est un moyen de vérifier si oui ou non les droits individuels sont mis en œuvre et de façon satisfaisante. On va aussi examiner le suivi et le traitement des plaintes et des réclamations, au travers notamment de la commission des usagers, et c'est moins vrai pour le Conseil de vie sociale qui n'est pas encore dans cette dynamique, qui va peut-être connaître un changement de dynamique avec le décret qui a été pris récemment en 2022. Dans l'exercice des droits individuels, c'est politique au sein des établissements de promotion et de respect des droits des usagers. C'est aussi plus généralement une culture de la bienfaisance et de l'éthique. Quels sont les modes d'intervention au niveau national? Qu'est-ce qui est attendu là dans un... Vous voyez, je change d'échelon. Je vous ai montré de manière très concrète, à proximité, au niveau local, comment finalement les patients, les usagers, les bénévoles, les citoyens peuvent participer et faire en sorte qu'il y ait un exercice de la démocratie. Et là, je change de niveau, je passe au niveau national et je vais essayer de vous montrer ce qu'on va attendre là, dans les prochains jours, de la participation des usagers. Deux champs qui vont être investis très bientôt, celui de la question du système de santé, de sa rénovation, de son évolution, de sa révision. Vous avez dû entendre dans la presse que le ministre de la Santé et de la Prévention est en train de mener une conférence des parties prenantes. En tout cas, il y a eu des consultations cet été, mais le point d'orgue va être là prochainement le 3 octobre 2022 au Mans. Et dans cette attente, et en tout cas dans l'exercice de la démocratie en santé, il va y avoir la participation très attendue de la Conférence nationale de santé. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'on l'appelle aussi le Parlement de la santé. Et puis, le Conseil national de la refondation va comporter un axe santé. Et là aussi, sera attendue une participation, une implication, une information des patients, des usagers, des bénévoles ou du citoyen sur justement que devrait être le système de santé dans la vie. Ça, c'est de manière générale. Mais on a un autre débat, on a un autre champ dans le champ de la santé où on sera attendu de la participation, mais en tout cas, on va rechercher l'implication et l'écoute des citoyens. Eh bien, ça va être le débat sur la fin de vie. Vous avez entendu qu'il y a eu un avis du comité consultatif national d'éthique, l'avis 1939, qui expose et qui dit très clairement qu'il faut absolument une consultation des citoyens. Et bien, ça va se faire au moyen de la convention citoyenne portée par le Conseil économique et social et environnemental. Il y aura une conférence des parties prenantes portée par le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. Et tout ça sera à la main de Madame Agnès Firmin-Ledo, ministre déléguée auprès du ministre de la Santé et de la Prévention. Et ça sera mené par ses équipes. On voit bien, là, on a une attente, en tout cas, on va chercher la participation et l'implication des usagers et plus généralement du citoyen. On va passer à la diapositive suivante. Ce que je voulais vous dire,
brièvement, c'est que par rapport à ça, par rapport aux modes d'intervention qui sont attendus, il faut savoir que très récemment, la direction de la recherche et de la statistique a fait une évaluation de l'implication et de la participation des usagers au titre de la démocratie en santé à l'élaboration de la stratégie nationale de santé 2018-2022. Ce qui est ressorti de cette évaluation, c'est que essentiellement, la démocratie en santé a été mobilisée dans une logique informationnelle. Pourquoi une logique informationnelle et pour l'instant qu'une logique informationnelle? Ça a été de se dire OK, on a mené des consultations, mais finalement, on a recueilli plus d'informations et d'attentes des citoyens et des usagers. Et l'autre, on a recherché une sorte de validation ou en tout cas une légitimité au travers de cette consultation des politiques qui allaient être menées. On est resté sur un niveau très informationnel et finalement, on n'est pas allé jusqu'à la co-construction. Et peut-être que là, justement, ce qui va être attendu en 2022, c'est de faire le pas, c'est-à-dire l'informationnel, c'est bon, on le maîtrise bien, et il est temps de passer à quelque chose qui soit co-construit avec l'ensemble des patients, des usagers et des citoyens. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Vous avez sur le diaporama quelques ressources documentaires qui peuvent vous aider pour mettre en place la participation et l'implication dans les structures des usagers, des citoyens ou des patients, voire des bénévoles. Ce sont des guides élaborés par la Haute Autorité de Santé et vous avez un rapport sur les droits des usagers, y compris en période de crise sanitaire et l'implication ou non de la démocratie en santé. Voilà, je ne vais pas être plus longue, je reste à votre disposition pour des questions. Eh bien, merci Sandrine, vraiment pour cette présentation très, très intéressante et qui va générer, je pense, un ensemble de questions qu'on vous posera une fois que Catherine sera intervenue. Donc, ma chère Catherine, je te passe maintenant la parole. Donc, bonjour. Donc, je vais... on travaille ensemble aussi avec Sandrine, donc ça va faire un petit peu écho. Donc, la contribution des mouvements de malades à l'amélioration des systèmes de santé. Excusez-moi, je passe la diapo d'après. Je cherche aussi le... Voilà. Donc, ma présentation sera courte. Donc, la démocratie sanitaire, un héritage des mouvements de malades, pour l'interrogation, puisque on peut effectivement faire une discussion à la fois historique et politique, voire institutionnelle, rien que sur cette question. Une contextualisation socio-historique, les différentes pathologies impliquées sur le... Donc voilà le plan de la présentation. Donc la question qui reste d'actualité, la démocratie sanitaire, un héritage des mouvements des malades, une contextualisation socio-historique, différentes pathologies impliquées, et puis au-delà des lois de la recommandation en démocratie en santé, donc les conséquences sur le travail citoyen. Alors les premières étapes... excusez-moi, historique de la participation des malades à leurs soins. Donc, c'est intéressant parce qu'on revient sur le soin. C'est le mouvement des alcooliques anonymes. C'est emblématique de reprendre l'histoire de ce mouvement, puisqu'on peut dire, 1935, la naissance d'Alcooliques Anonymes, on peut dire que c'est la première fois où des malades, par rapport à leurs soins, vont découvrir qu'ils peuvent se soigner et s'auto-soigner sans la présence de professionnels de santé. Et ça, c'est un moment important qui va être dans l'histoire des maladies, quelque chose qui va être pris. Alors, bien sûr, je ne vais pas aller là-dessus, mais il y a au niveau historique, non seulement donc, les alcooliques anonymes avaient des... Enfin, il n'y avait pas, si vous voulez, de réponse thérapeutique efficiente ou efficace. Et en fait, il y avait aussi beaucoup de blâme et beaucoup aussi de mesures d'humiliation, de mesures de rétorsion, etc. au niveau institutionnel. Alors, la participation des malades et des ex-malades, donc c'est intéressant parce qu'on passe du soin à malade et l'après-soin, c'est-à-dire s'en être sorti, dans le traitement des pathologies de la dépendance.
Donc, on voit la première implantation d'usagers de drogue rétablis dans un hôpital. Et là, ce qui va être important, c'est que par rapport au manque ou aux lacunes dans les programmes de soins, on s'aperçoit que si quelqu'un qui s'est rétabli est intégré dans le système de soins, eh bien, cette personne-là, c'est la seule qui représente l'espoir de s'en sortir. Donc, c'est vraiment là le patient ex-malade comme faisant partie du soin du côté donc de la prescription de l'espoir. Alors, les années 70, c'est extrêmement mouvant, donc on a beaucoup d'exemples de prise en charge communautaire à destination des usagers de drogue. J'y reviendrai tout à l'heure, puisque là, on va aller, c'est la diapo, en fait, c'est la diapo principale sur laquelle je vais un petit peu m'arrêter. Et la deuxième série étant peut-être plus pour la discussion et en lien avec l'exposé de Sandrine. Alors, on va s'apercevoir que les collectifs de malades, eh ben, c'est intéressant de revenir sur les pathologies. Alors, on a donc dans les collectifs de malades, santé mentale, addiction. C'est extrêmement intéressant puisque ce sont des maladies dont les troubles sont des troubles comportementaux. Et on ne sait pas faire. On a le sida, les maladies transmissibles. Ça va permettre d'interpeller aussi l'État, même si c'est un cas particulier, le sida, c'est que si on dit transmissible, on dit ça pose un problème de santé publique. Donc ça pose un problème de collectivité. Donc il y a peut-être là quelque chose où les malades représentent la solution et non pas le problème. Et on s'aperçoit que dans les maladies et les luttes, en fait, on a différentes cultures, des cultures de la résistance et de la survie, mais on voit que ce n'est pas tout à fait les mêmes choses qui vont se mettre en place. Par exemple, dans les maladies cardiovasculaires, il y a une nécessaire modification des comportements. C'est-à-dire que pour se soigner, les traitements ne suffisent pas, il faut modifier les comportements. Donc, on prescrit des comportements, on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas, et donc, on voit du coup les malades s'organiser, proposer d'autres réponses. Et on a les maladies rares où c'est l'absence de réponse thérapeutique. Donc, en fait, les collectifs de malades vont s'organiser différemment en fonction des maladies ou du système de santé. Mais globalement, c'est quand le système de santé ne sait pas faire qu'on laisse ou que ça laisse un espace à la parole, à l'expérience vécue de la maladie, et que du coup, eh bien, on est bien obligé de lâcher du côté des verticalités, des fonctionnements du soin. Et puis, la société, de toute façon, est présente. Donc, par rapport à la collectivité, ben, qu'est-ce qui se passe? Vous n'arrivez pas à les soigner? Comment ça se fait? Il y a des usagers de drogue dans la rue, etc. Donc, on voit que c'est ça, en fait, qui fait que l'État va être obligé de suivre là où, du côté de la maladie, ben, franchement, soit on ne sait pas faire, soit beaucoup plus grave. Par exemple, les malades du sida et les usagers de drogue ont vécu des formes d'humiliation terribles de la part des institutions du soin et du médico-social, je crois qu'il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire de ceux qui devaient prendre soin d'eux. Ils n'ont eu d'autre choix pour survivre à leurs conditions que de monter à bord et à s'imposer dans la gouvernance des soins, du social, du sanitaire, de l'État. Et ils n'ont pas attendu d'être invités à la table des décisions. Ils y ont apporté des chaises pliantes et ils se sont assis autour de la table. Et ils ont dit, ça suffit, on sait faire. On va vous dire comment faire. Alors, l'exemple du sida est intéressant parce que cela a été possible à une époque, à cette époque-là, parce qu'il n'existait pas de champ d'expertise constitué dans ce domaine et que l'État lui-même était confronté à une crise d'expertise. Donc, c'est souvent dans les moments de grande incertitude, de crise d'expertise, que aussi ça ouvre une possibilité. Ce qui est important aussi, c'est que les malades du sida ont montré comment on pouvait retourner
le mouvement de stigmate en Pride, les premières Pride, quand il faut passer par l'indignation pour retrouver sa dignité. C'est-à-dire que ces luttes contre les institutions humiliantes nécessitent l'invention de dispositifs institutionnels et la conception de réorganisation concrète dans les usages et les cadres du prendre soin d'autrui. À l'époque, quand on parlait de thérapeutique en l'absence de médicaments, on voulait montrer qu'il ne fallait pas abandonner le soin. Quand il n'y avait pas de traitement, on a fait l'épreuve. La preuve que donner un espace où survivre sans médicaments avait un effet thérapeutique. Alors, il y a des collectifs historiques aussi dans le diabète, dans l'hémophilie. Et puis, il y a tout un courant dans les collectifs de malades, ce qu'on appelle le courant, la coalition des survivants. Et la coalition des survivants, la première, c'est en 1986 dans le cancer. C'est-à-dire, là encore, où on s'aperçoit que finalement, après le soin, il n'y a rien, ou après le soin, eh bien, il y a toutes les autres composantes du rétablissement. Donc, le rétablissement à lui tout seul a été en fait inventé, désigné, identifié par les malades en santé mentale, dans le cancer, et ils se sont organisés, ont organisé des luttes, des programmes à partir de là. Donc, je crois que je n'ai pas forcément le temps de développer plus, mais c'est vraiment un travail important en résumé de voir que chaque maladie aussi va produire sa culture de la résistance et sa culture de survie. La participation des malades à la recherche, je crois qu'on y reviendra dans la journée. Donc ça, c'est un moment aussi important, puisque participer à la recherche, participer à des essais cliniques, voire exiger de participer aux essais cliniques dès leur conception, voire être porteur en tant que malade, en tant qu'association d'essais cliniques, et donc exiger des essais cliniques, ça c'est important, et l'accès donc à l'expertise académique sur lequel on reviendra. Alors, les dispositifs législatifs qui encouragent la participation des malades, leur parcours de soins, donc on l'a vu, la loi 2002, 2009, 2016. On dispose donc de ces lois. Maintenant, finalement, quel est le rôle des patients dans la démocratie sanitaire en 2022 en disant qu'on peut avoir capitalisé sur les 3 lois? D'abord, il s'agit de faire de la démocratie sanitaire une réalité et pas seulement une loi, pas seulement une intention d'État, en impliquant les patients et les usagers du système sanitaire et médico-social à l'hôpital, oui, en ville, mais aussi dans la cité. Il s'agit de développer l'implication des patients et ou de leurs proches aidants dans les décisions de soins. Et un point important, qui est un point de friction avec le système de soins, c'est les réunions de concertation pluridisciplinaires. C'est-à-dire que ces réunions, pour les personnes qui ne sauraient pas, c'est les réunions où on décide du type de soins, de l'éligibilité à des soins particuliers, des programmes d'essais thérapeutiques dans un service, etc. Donc, comment faire pour que l'implication des patients aille au cœur de ce soin-là, c'est-à-dire au cœur de la décision de soins, même si on a des recommandations et des lois sur la décision médicale partagée. Mais où est-ce qu'elle commence? Alors après, traiter la question des patients dont les statuts sont reconnus par la loi et ceux qui ne le sont pas, ça c'est un grand débat. Par exemple, le statut de patient expert est reconnu par la loi, pas le statut de patient partenaire, et ça c'est vraiment tout le débat d'aujourd'hui. La loi HPST a imposé la participation des usagers dans les programmes d'éducation thérapeutique. L'HAS a publié une recommandation sur l'engagement des usagers. Comment inventer les modes opératoires et les méthodologies qui vont avec? C'est-à-dire, disposer d'une loi ne suffit pas si on ne sait pas comment la faire fonctionner et si même les institutionnels supposés l'appliquer ne disposent pas des méthodologies qui vont avec. C'est le problème des hôpitaux, par exemple, qui vont dire nous, on veut bien des patients partenaires, etc., mais on n'a même pas de mode opératoire pour pouvoir les embaucher, etc. C'est le thème de toute la journée. Définir les bonnes pratiques, les recommandations. Il y a des outils du droit qui sont inadaptés, notamment
les outils du droit qui relèvent du statut des patients intervenants, c'est-à-dire quelles sont les conditions d'exercice, quel type de contrat, quel type de recrutement, indemnisation, non, peut-être pas, rémunération, l'assurabilité, la risque de perte du système de protection sociale, la précarité. Donc tout ça, c'est vraiment ce qu'il y a à faire, ce qu'il faut faire, ce qui reste à faire et ce qui doit être fait. Les pratiques innovantes émergentes des articles 51, nécessité de s'en inspirer en partant des spécificités de l'organisation française du soin, qui reste à améliorer, voire à réformer. C'est aussi intéressant, je crois, aujourd'hui qu'on parle de l'organisation française du soin, parce qu'on ne peut pas forcément importer des modèles extérieurs, étrangers, dans une organisation française du soin qui ne fonctionne pas selon les mêmes principes, voire les mêmes postulats, qui n'ont pas les mêmes valeurs, par exemple de solidarité, d'accès aux soins, etc. Donc il y a plein de choses à faire, et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important aussi à discuter tout au long de la journée. Et puis, bien sûr, les débats sur la formation, la diplomation, la rémunération, qui sont des débats de première ligne, qui en cachent plein d'autres. Hein. Eh bien, ce sont les thèmes de travail de ce webinaire. Merci Catherine, merci beaucoup. Donc déjà, je vais peut-être pour tout le monde répondre à au moins une question avant de donner la parole à Corinne Delporte et à Lénise. Donc vous allez avoir, il y aura un replay qui va être accessible, donc le replay de ce webinaire, et donc vous pourrez avoir accès donc aux diaporamas qui ont été visionnés. Donc voilà, c'est comme ça que vous pourrez avoir accès à ces supports. Vous pouvez utiliser la petite fenêtre QR pour poser vos questions par rapport aux deux interventions. Est-ce que Corinne, en attendant que des personnes posent leurs questions, s'il y a des questions, est-ce que tu as des questions à poser à l'une ou l'autre de nos intervenantes? Oui, absolument. Merci pour ces interventions très complémentaires. En fait, la première, c'est peut-être plutôt une remarque. Au fond, on a l'impression qu'aujourd'hui, la société civile va un peu plus loin que la simple participation des usagers sur les questions de démocratie en santé. Parce qu'aujourd'hui, on a des patients qui interviennent auprès des équipes, auprès d'autres patients. Donc voilà, on a l'impression que finalement, la société civile a un temps d'avance sur les lois. Qu'est-ce que vous en pensez, Sandrine? Oui, c'est ça. La société est forcée de constater que oui, la société civile est prête et effectivement, elle a un temps d'avance sur les lois. Et c'est heureux, d'ailleurs, que ça soit comme ça. Qu'au fond, la loi ne bride pas les initiatives et que la loi suive justement les initiatives et les consacre. Et il faut justement laisser toute cette place à la créativité et à l'innovation. Le législateur ne doit pas enfermer ce que le législateur fait et ce que le gouvernement fait aussi, c'est de permettre de mettre un cadre qui doit être quand même relativement souple pour que les innovations puissent émerger en termes de participation. Mais le législateur et le gouvernement sont aussi parfois en retard, force est de le constater aussi. Là, je pense qu'on va avoir quelque chose de très intéressant qui va se passer au niveau de l'exercice concret de la démocratie en santé, avec ces instances et cette mobilisation des citoyens, à la fois pour le débat sur la fin de vie, donc avec le Conseil économique, social et environnemental, cette participation citoyenne qui va être recherchée. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, on sent une volonté de faire appel aux citoyens pour ça. En tout cas, c'est très clair. Et on sent bien que la société est prête à faire évoluer les lois qu'on a sur le pays. Et puis, on a de l'autre côté ce Conseil national de la refondation, cette conférence des parties prenantes sur l'axe
de la santé et un gouvernement qui mobilise à peu près 450 parties prenantes là le 3 octobre avec une participation recherchée et demandée de la Conférence nationale de santé. Alors effectivement, c'est une instance qui est organisée, qui est régulière, qui va se faire le porte-parole de la démocratie en santé. Mais ça ne va pas empêcher les participations directes. Celle-là, elle est encadrée, elle existe, mais il n'y a pas de frein de la participation qui ne soit pas une participation organisée et régulée. Bien au contraire, il n'y a pas d'interdiction. Et c'est exactement ce que disait Catherine tout à l'heure, c'est parce que le système a été défaillant, alors à la fois dans le système de soins, mais aussi dans les institutions, hein, qu'une place a été, qui était vide, elle était à prendre et il fallait y aller et se manifester. Donc, voilà, moi je suis très optimiste quant à la bonne santé de la démocratie en santé. Voilà. Catherine, Corinne, je vois qu'il y a une question qui a été posée, absolument. Qu'on peut peut-être poser aux deux intervenantes en tant que telles. Hein. Oui, absolument. Il y a une question de Béatrice qui demande comment articuler l'action des associations, hein, qui est une action collective, et les notions de patients partenaires ou de patients experts, qui sont des notions davantage fondées sur l'individu. Pas forcément, mais enfin, donc il y a des questions qui vont être répondues. Donc, je reformule, comment articuler l'action des associations, qui est une action collective selon la personne qui pose la question, oui, bien sûr. et les notions de patients, experts, partenaires, qui toujours selon elles sont des notions fondées sur l'individu. Est-ce que vous, Catherine, Sandrine, qui veut répondre à cette question très, très intéressante? La participation du patient partenaire, du patient expert, le patient expert est reconnu dans le cadre légal et est exclusivement reconnu sur l'éducation thérapeutique. Hein. Ouais. Donc, la dénomination patient expert est, pour l'instant, dans le cadre juridique, réservée à l'éducation thérapeutique. Attention, c'est ce que le droit dit. Ça ne veut pas dire que c'est le réel de la pratique dans les établissements. Voilà, et il y a des pratiques différentes dans les établissements. Aujourd'hui, on se pose la question, et en tout cas, c'était vraiment dans le plan Ma Santé 2022, hein, la question de l'implication du patient partenaire, au sens large, c'est-à-dire dans le sens de la recherche, dans la formation, dans l'application aux soins. Mais ce n'est pas une participation uniquement individuelle, c'est une participation pour porter aussi la parole des autres. Et par exemple, dans le cadre de la formation, quand on reconnaît le partenariat d'un patient, bien évidemment, c'est un individu qui vient dans le cadre d'une formation en médecine, mais il ne porte pas uniquement sa parole, il porte une parole aussi de représentants de patients comme lui ou d'autres d'ailleurs. Et c'est aussi une question importante, ça. De la fonction du patient partenaire. Est-ce que le patient partenaire est un patient au titre individuel, donc pour lui, par exemple, ça pourrait être le patient partenaire de sa décision médicale, donc on pourrait considérer que c'est un partenaire dans la décision, mais c'est déjà reconnu par la loi, ça, hein, par contre. L'association à la décision médicale de l'individu, c'est dans le code de la santé publique. Alors évidemment, ça doit s'appliquer. Je ne dis pas que c'est appliqué, mais participer à sa décision et à la décision de sa prise en charge des soins, c'est consacré par la loi. Donc, on peut déjà là considérer que le patient est un partenaire dans la décision. Donc, on est sur un niveau individuel, mais on a aussi un niveau collectif. Le patient partenaire, ça peut être un patient qui intervient au niveau d'une connaissance collective de ce qu'est un patient avec tel type ou tel autre type de pathologie. Et pas justement porter uniquement la parole par rapport à soi, mais porter la parole par rapport à une pathologie, par rapport à une maladie, par rapport à un handicap. Voilà. Donc, on a deux niveaux, et effectivement, c'est assez compliqué de comprendre. Et toutes ces notions se travaillent et devraient se travailler en collaboration avec les soignants,
avec les établissements, avec les associations, avec l'usager directement, hein, celui qui est concerné. Voilà ce que je peux en dire, moi, sur le versant cadrage normatif, réglementaire, institutionnel. Voilà. Une réponse qui nous aide beaucoup, qui est vraiment une réponse. Catherine, tu veux ajouter quelque chose? Peut-être pas, parce que comme c'est le débat tout au long de la journée, qu'il y a des patients partenaires qui vont intervenir, je réserve peut-être des éléments de synthèse, mais peut-être pas là tout de suite. Et bien évidemment que cette question est très, très intéressante. Et la réponse qu'on a eue est déjà éclairante, hein, sur justement cette notion de collectif et d'individuel. C'est évidemment à travailler et on le fera toute la journée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, parce que ma réponse, ce sera autour des nouveaux métiers émergents dans la santé, etc. Donc, c'est plus large. Donc, je ne vais peut-être pas ouvrir tout de suite là. Corinne, est-ce que tu aurais une question à soumettre à nos intervenantes? Oui, le sujet de l'étranger a été abordé très brièvement. Mais en fait, comment ça se passe ailleurs? Pour les patients experts, les patients partenaires, etc. Tu veux dire en Europe et dans le monde? En Europe ou en tout cas à l'étranger, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, effectivement, le patient partenaire est quelque chose qui est investi ailleurs en Europe, hein, notamment en Belgique, en Suisse, en Italie. C'est vraiment en Grande-Bretagne. Grande-Bretagne aussi. C'est vraiment quelque chose qui existe depuis plusieurs années. Et puis, on a un modèle aussi qui est le modèle de Montréal. Et ça, je laisserai Luigi Flora vous en parler cet après-midi. Sur cette notion-là qui est plus large de ce patient partenaire. Ce qui aujourd'hui est en interrogation en France. Pour reprendre ce que disait Catherine tout à l'heure sur le système français, parce qu'il y a un particularisme quand même sur le système français qui repose sur la solidarité nationale, ce qui n'est pas le cas dans les autres États. Dans le cadre de Ma Santé 2022, il y a une disposition qui a justement favorisé l'intégration des patients au titre de la formation initiale des professionnels de santé. C'est une mesure qui est passée dans le Code de l'éducation et il est prévu maintenant dans le Code que des patients participent à la formation des professionnels de santé aux études médicales. C'est concret. Bon, maintenant, comment ça doit se traduire dans le réel, comment ça doit se mettre en place, c'est un vrai sujet. Pourquoi? Parce que quand on parle de cette notion-là de patient partenaire, au fond, on doit travailler d'autres questions. Qu'est-ce que c'est qu'un patient partenaire? Donc, sa définition. Est-ce que c'est quelqu'un qui a une formation? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un diplôme? Est-ce que c'est quelqu'un qui est porteur de la parole d'un groupe? Ou est-ce qu'il porte sa propre parole? Est-ce que c'est quelqu'un qui doit être rémunéré? Si oui, est-ce que sa rémunération ne doit pas venir en interférence avec ses droits sociaux? Parce que la plupart, quand même, des patients qui se retrouvent à faire de la formation à différents niveaux sont dans des situations compliquées, complexes. Et il ne faudrait pas que le fait qu'ils perçoivent une forme de rémunération les prive de leurs droits, parce que c'est peut-être pas quelque chose de pérenne. Donc, on doit imaginer comment aussi pérenniser leur participation. Est-ce qu'il faut les professionnaliser? Et toutes ces questions-là autour du patient partenaire ou du citoyen partenaire, ça ouvre plein de champs de discussion sur lesquels, alors, pour tout vous dire, le ministère travaillait avant la crise Covid, et malheureusement, voilà, télescopage de cette crise, ces questions-là se sont retrouvées dépriorisées. Ce que je veux dire, c'est qu'elles ne sont pas abandonnées. Elles sont juste passées au second plan parce que, voilà, vous savez, cette période de crise a engendré pas mal de choses. Mais vous avez le ministère de la Santé et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui a dans son programme de travail cette question de l'intégration des patients partenaires dans la formation initiale. Donc, forcément, toutes ces questions-là vont être investies
et travailler en collaboration avec les organismes de formation, les associations et les patients qui participent déjà à ça. Vous avez des universités qui sont déjà dans cette dynamique, et il y a un collectif interuniversitaire qui a déjà intégré ces patients et qui a fait remonter toutes ces problématiques, tous ces questionnements, et sur différents champs, à la fois dans des maladies chroniques, mais dans d'autres pathologies. Plein d'expériences qui sont menées de ces patients partenaires, que ça existe ailleurs, que ça fonctionne plus ou moins bien, mais qu'il y a quelque chose encore à faire. Et il y a un risque. Est-ce qu'il faut professionnaliser? Voilà. Est-ce que patience est un métier? Je suis volontairement provocante. Oui, parce que voilà, toutes ces questions-là sont... Ouais, je pense que là, c'est vraiment une question de provocation. J'en profite. Moi, j'adore. Et pour dire que quand même, pour juste une précision, que quand on parle des modèles, il faut parler peut-être de modèles équivalents. Parce qu'il me semble bien que le modèle de Montréal, cette notion de rémunération, de professionnalisation, n'est pas posée de la même manière qu'en France, où en France, quand on commence à poser une question et quand on commence à la triturer, la travailler, quand on pose des réponses, elles sont souvent institutionnelles, elles vont beaucoup plus loin que dans certains pays, parce qu'effectivement, nous, quand on réglemente, on va réglementer d'une manière très large. Donc, peut-être que ce qu'on peut dire, c'est que, et Sandrine, vous me corrigez si je me trompe par rapport au modèle étranger, il me semble que nous sommes actuellement les seuls qui avons déjà des modalités contractuelles qui existent entre des patients intervenants, partenaires, quelle que soit la définition ou l'appellation, mais qu'actuellement, c'est un mouvement qui est en train de croître et qui interpelle, puisque la HAS, en juillet 2020, a elle-même, dans son texte sur la participation des usagers au système médico-social et médical, évoque la possibilité de rémunération sous les conditions évidemment que vous avez indiquées, qu'il ne faudrait pas que les gens perdent leurs droits quand ce sont des emplois précaires. Donc voilà, je voulais juste faire ce petit clin d'œil en disant que à comparaison, il faut comparer après à partir de ce qui se fait sur les terrains et pas simplement sur les questions théoriques. Catherine? Oui, juste peut-être, parce que ça tient à une phrase. Hein. La question, c'est bien sûr, oui, la législation, des recommandations, etc. Mais le plus important, c'est aux personnes directement concernées de s'auto-organiser, de se constituer en collectif, et c'est aux patients partenaires de dire, ben voilà, nous on a besoin de ça, etc. Arrêtez de parler de nous, parlez aussi avec nous, et nous on peut vous parler. Enfin, il me semble que là aussi, il va falloir faire monter à bord les personnes directement concernées qui, elles, vont indiquer les voies à prendre pour la question de leur statut, etc. Je pense qu'il ne va pas falloir faire sans. Il ne va pas falloir faire sur 100. Comme toujours, l'histoire nous l'a prouvé et nous le prouve. Je vois, Corinne, qu'il y a une question qui pourrait être intéressante avant de clôturer cette première partie. Je sais qu'on va y répondre dans l'après-midi, hein, d'une certaine manière, mais est-ce que tu peux nous la partager? Bien sûr, je peux vous la lire. Alors, que dit la loi sur la reconnaissance des patients partenaires ou des patients experts? On retrouve ces deux notions-là qui sont en train de se dessiner, mais il me semble que celle de patient expert, en tout cas, est un peu plus reconnue, un peu plus encadrée aujourd'hui. Donc, que dit la loi sur la reconnaissance des patients partenaires ou experts en termes de diplôme ou de formation? En clair, est-ce qu'il faut obligatoirement avoir un diplôme ou une certification pour être reconnu, d'après ce que nous dit avec Mosaica? Pour l'instant, c'est vraiment du questionnement. Est-ce qu'il faut un diplôme? Est-ce que c'est encore, c'est ce que je disais de façon très provocante tout à l'heure, est-ce que c'est une profession, patient partenaire ou patient expert? Ce qui semble le plus pertinent quand même, c'est plutôt de reconnaître des compétences et être sur un référentiel de compétences, de savoir-être et de savoir-faire acquis au
au travers de son expérience de patient. Et là, c'est bien plus pertinent, à mon sens, hein, ça n'engage là pour le coup que moi pour l'instant, et je ne porte pas la parole du gouvernement ou du ministère, c'est que on acquiert des compétences, des savoirs au travers de son expérience de patient. Et que cette reconnaissance de ces compétences acquises et de son expérience a tout son sens. Alors maintenant, est-ce qu'il faut en passer par un diplôme? Peut-être, je ne le sais pas. Mais en tout cas, je pense que la première brique, c'est de reconnaître par un référentiel de compétences ce qu'on a pu acquérir dans son expérience. Et c'est vrai qu'en France, on aime bien, pour recruter quelqu'un, vérifier qu'il a des diplômes, un CV, une lettre de motivation, plusieurs entretiens, une sorte de contrôle pour ne pas se tromper, pour ne pas recruter la mauvaise personne. C'est un peu embêtant. Ensuite, ce qui est craint aussi, c'est que à vouloir trop encadrer aussi ce que pourrait être un patient partenaire, est-ce qu'on ne va pas le déconnecter de ce qu'il est vraiment? Et quand je parle de professionnalisation, c'est ça, c'est-à-dire une sorte de normalisation, une sorte de formatage, et on n'aura plus ce en quoi il est important, c'est-à-dire son expérience et pas celle comme vous voudrez l'entendre, standardisée, normalisée, et d'avoir justement une forme d'autonomie, d'indépendance vis-à-vis des structures qui vont l'accueillir. Parce que se pose la question, on voit bien des établissements qui disent oui, nous, on veut bien recruter des patients partenaires, mais comment on fait? Est-ce qu'il faut qu'il soit diplômé? Est-ce qu'il faut qu'il représente quelque chose? Vous voyez, ce qui peut se dessiner derrière cette normalisation, cette standardisation? Le risque, c'est de perdre cette originalité, cette créativité, cette innovation que porte ce patient par son expérience, qui n'est pas une expérience institutionnelle. En revanche, c'est son vécu de l'institution et de la maladie ou du handicap qui est intéressant. Et former, est-ce que ce n'est pas justement le mouler dans quelque chose? Et je suis encore à nouveau volontairement provocante. Oui, je vais juste répondre sur ce point-là, Sandrine, parce qu'en fait, former, c'est pas du tout être déshabillé de ses savoirs expérientiels. Former, c'est au contraire les regarder, décider d'en faire ce que l'on désire en faire, c'est se positionner par rapport à ce qui s'est arrivé, etc. Donc, c'est au contraire source de créativité, etc. Enfin, la formation n'a jamais été un déshabillage de l'individu, au contraire, c'est donner le choix d'utiliser les habits qu'on veut. Donc, les formations, ce sont des voies d'émancipation, etc. Mais on reviendra là-dessus, puisque c'est tout au long de la journée, on aura Catherine, cette question. Donc, Catherine, je voudrais juste ajouter quelque chose à vos deux reprises, et ça me fait sourire parce qu'effectivement, je partage tout à fait ton avis. Je fais les clins d'œil tristes à Sandrine. Simplement dire que c'est Lénis qui me l'a rappelé tout à l'heure. Pour l'éducation thérapeutique du patient, le législateur a demandé à ce que non seulement les professionnels de santé qui interviennent dans les programmes ETP soient formés au sens d'une formation à partir d'un cahier des charges qu'interprètent comme ils le souhaitent les organismes de formation, mais aussi les patients qui interviendraient. Alors, là où la HAS est allée plus loin que le législateur dans ses recommandations, c'est qu'elle dit non seulement les patients formés peuvent intervenir pour animer des ateliers, mais en plus, ils pourraient co-construire ces ateliers. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, la créativité, soit des institutionnels qui sont toujours un peu en avance sur le temps, soit, comme le disait tout à l'heure Catherine, des personnes elles-mêmes, fait qu'on n'a pas à se soucier qu'avant qu'on soit formaté,
il va falloir qu'on rassure tout le monde en disant qu'effectivement, sur les terrains, les personnes vont plus loin. Voilà, donc en tout cas, on a répondu. J'espère que cette réponse qui vous a été apportée par Sandrine, très sollicitée, et Catherine. Sandrine, j'espère que, je ne sais pas si vous allez rester avec nous, mais j'espère que ce temps passé avec nous vous a plu, tout simplement. Tout à fait. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et puis voilà, maintenant, j'écouterai avec plaisir les différentes interventions et les retours. Et ça va lancer le débat et la discussion autour de toutes ces questions. Ah, c'est super. Ça veut dire qu'on va être avec vous dans le débat. Donc ça, c'est vraiment, merci beaucoup, hein, Sandrine. J'apprécie beaucoup. Et Rebecca, qui est quelque part là de FIMARAD, apprécie que vous restiez avec nous.